Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur le plateau du Grand Direct sur les antennes d'Azur TV. Au sommaire de ce mardi 2 mars, le feu vert, en tout cas donné par la Haute Autorité de Santé aux pharmaciens pour la vaccination. L'autorité qui fait référence n'y voit aucun inconvénient. Nous serons avec le président du syndicat des pharmaciens du Var dans quelques minutes. Audition en cours, Cécile Muscotti, la députée du Var, encore a entamé son processus. Elle doit travailler sur la création d'un défenseur de l'environnement basé sur le modèle du défenseur des droits. Elle nous dira où en sont ces travaux. Et puis les étudiants, un plan a été présenté il y a quelques jours à Nice, porté par la municipalité. L'adjoint en charge de la jeunesse, Greg Monetti, sera également notre invité dans ce grand direct. Voilà pour le menu. Beaucoup de reportages. On s'intéressera également à une tombola solidaire. Le retour du rappeur chaotique. Denis Caro qui sera également avec nous, le directeur de la rédaction des rédactions du groupe Nice Matin. Vous l'avez constaté, programme chargé. Mais avant cela, nous vous parlions hier de ces nuits de heurts dans le quartier de la Gabelle à Fréjus. 3 nuits successives où les policiers ont été pris à partie. Les caméras de vidéosurveillance détériorée, des voitures de police également endommagées. Eh bien, Gérald Darmanin, qui avait déjà dépêché 15 policiers supplémentaires, a annoncé tout à l'heure devant l'Assemblée nationale le renfort de 40 CRS dans la cité romaine. C'était d'ailleurs une demande du maire Rassemblement national David Racheline. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, donc devant les députés qui répondaient à une question du député du Var, Philippe Michel. Ça fait 3 nuits de suite que les policiers nationaux et les policiers municipaux sont présents à Fréjus. 15 policiers ont été envoyés, vous le savez, depuis 2 jours pour pouvoir maintenir l'ordre républicain. J'ai décidé l'envoi à Fréjus de 40 policiers supplémentaires, de 40 CRS, des NUFM qui vont aider la police municipale et la police nationale à intervenir. Et je le dis, monsieur le député, comme vous l'avez souligné, les femmes et les hommes de la police, de la gendarmerie, et avec le concours de la police municipale, en luttant contre les trafics de stupéfiants, en luttant contre les trafics de cannabis, de cocaïne, d'héroïne, qu'il ne faut en aucun cas relativiser dans les discours. Alors nous luttons évidemment contre les cambriolages, contre les atteintes aux biens, contre le trafic d'armes, et vous avez raison, contre les atteintes faites aux personnes. Et ce point, nous allons gagner cette guerre contre la drogue en y mettant beaucoup de moyens, c'est vrai, mais beaucoup de volonté et beaucoup d'action. Merci. Gérald Darmanin, donc, lors de la séance de questions au gouvernement, il y a quelques heures, c'était en milieu d'après-midi, à Paris, donc sur cette question des renforts policiers à Fréjus. Sur le front de la Covid, la lutte continue, bien sûr. L'idée, c'est d'accélérer la campagne de vaccination. On va en parler avec notre premier invité dans quelques minutes. Mais avant cela, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif, cet arrêté qui instaure le confinement du week-end dernier et celui du week-end qui arrive sur les 63 communes du littoral. Eh bien, un certain nombre de personnes le contestent. L'affaire était donc jugée cet après-midi. Pour l'instant, le jugement, justement, n'a pas été rendu. Marie Justo. 240 personnes contestent le confinement partiel et local imposé dans les Alpes-Maritimes. L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, était donc examiné ce mardi après-midi par le tribunal administratif de Nice. Dans l'ensemble, je pense qu'il y a eu un beau débat entre les deux parties, entre le préfet et quand même on reste, soit les juges vont considérer que l'État, à partir du moment où il donne des chiffres sur le taux d'incidence, cela suffit. Soit ils vont estimer que le fait de mentionner que le taux d'incidence en soi ne suffit pas, dès lors qu'il s'agit d'une maladie qui ne tue pas immédiatement. C'est pas parce que vous avez le Covid que vous allez mourir ou finir en réanimation. Donc dans ce cadre-là, la sagesse voudrait que les juges disent attention, l'État ne peut pas porter atteinte à des libertés fondamentales sans justifier la nécessité de ces mesures au regard même non pas simplement du droit, mais de la situation sanitaire. Le confinement a en effet des conséquences sur la santé publique des Français, notamment au niveau des taux de suicide, au niveau de la santé psychique, qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte par le préfet dans sa décision et ne sont pas pris en compte dans la globalité par l'État.
Un débat animé entre les deux parties, l'une défend les libertés individuelles, l'autre la sécurité sanitaire avant tout. Les enjeux sont importants. Il y a eu 1500 morts du Covid dans le département des Alpes-Maritimes depuis le début. On a un taux de circulation de ce Covid qui est 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Et on a, de par cette circulation du Covid, le nombre de cas Covid enregistrés, on a une tension maintenant hospitalière avec des lits de réanimation qui sont à saturation. Donc il s'agit d'un côté de décisions qui peuvent concerner une restriction extrêmement temporaire des libertés individuelles d'aller et de venir sur 2 week-ends qui sont des week-ends de vacances, avec de l'autre côté des enjeux qui sont des enjeux de vie. Le jugement devrait être rendu ce mercredi matin. Voilà donc pour ce recours déposé devant le tribunal administratif de Nice. L'une des informations de la journée, c'est la Haute Autorité de Santé qui considère qu'il faut désormais ouvrir la vaccination aux pharmaciens, la possibilité aux pharmaciens de vacciner. Ils pourraient apporter leur pierre à l'édifice. Bonsoir Patrick Magnéto, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le président du syndicat des pharmaciens dans le Var, installé à Fayence. Je le précise parce que ça aura son importance pour la deuxième partie de cette interview, puisqu'un centre de vaccination va ouvrir à Fayence. D'abord, bonne nouvelle, évidemment, la possibilité pour les officines de vacciner. Et j'imagine que vous êtes prêts. Bien sûr, écoutez, on sera en ordre de marche pour vacciner la population dans nos officines. On attend vraiment l'autorisation finale pour pouvoir déclencher les opérations. Mais effectivement, depuis quelques semaines, on s'y est préparé. Donc on évoque la possibilité de pouvoir vacciner en France 1,5 million de personnes par semaine dans les pharmacies. L'idée, c'est bien entendu d'accélérer considérablement la campagne. Effectivement, en fait, l'ajout de professionnels de santé dans la vaccination, on a vu donc les médecins, les infirmières. Maintenant, si on arrive avec les pharmaciens à apporter notre pierre à l'édifice, comme vous disiez tout à l'heure, on pourra avoir une vaccination de masse. Donc c'est le vaccin AstraZeneca qui est concerné. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, parce que plus facile à conserver, il ne nécessite pas ces fameux frigos à moins 80. Ah non, exactement. En fait, on passe effectivement en ville avec une solution plus simple. Donc l'AstraZeneca correspond à une utilisation en ville, puisqu'on voit que depuis la semaine dernière, les médecins vaccinent. Et donc nous, on pourra faire de même dans nos officines. Alors, le million de personnes, le 1,5 million de personnes, c'est pas uniquement chez les pharmaciens, il y a aussi les sages-femmes et les infirmiers, comme vous l'avez précisé, sur la jauge que pourraient gérer ces personnels soignants en France. Les clients, les patients, ils vous demandent déjà dans les pharmacies quand est-ce que vous allez vacciner ? Depuis le départ, ils demandent, en fait, on les a vaccinés contre la grippe et effectivement, ils se demandent pourquoi on ne peut pas le faire. Alors en fait, effectivement, il y avait deux problèmes. C'était le nombre de doses disponibles dans le réseau et la possibilité de vacciner selon les âges. Donc là, maintenant, on voit que les comorbidités se changent sur la tranche d'âge des patients pour les médecins. Donc effectivement, on va arriver pour nous avec quelque chose de plus facile. Et le problème de la conservation du vaccin était un critère aussi limitant la vaccination. Mais je pense que là, on est capable de gérer. Au niveau des stocks, Patrick Magnéto, vous avez déjà fait le nécessaire, puisque c'est vous aussi qui livrez les médecins, par exemple. Alors effectivement, ça monte en puissance, puisque la première semaine, on avait donc un flacon de 10 doses pour les médecins. Cette semaine, on est à 3 flacons pour les médecins. Sachant que les critères d'inclusion des patients étaient un petit peu limités. Donc avec un flacon, c'est vrai qu'il y a des médecins qui arrivaient à vacciner la totalité de leur patientèle. D'autres étaient un peu plus frustrés parce qu'en fait, il manquait des doses. Mais là, je pense que voilà, le réseau est en train de récupérer les doses. Alors on l'a dit, l'idée c'est d'accélérer la vaccination, la campagne. À Fayence, qui est un petit village, mais avec d'autres communes autour, va ouvrir un centre de vaccination. Là aussi c'est important parce que dans le Var, la campagne a débuté de mémoire le 12 ou le 13 janvier. J'ai envie de dire qu'il était temps peut-être pour vous et pour les habitants autour de votre pharmacie. Et oui, c'était une forte demande de la part de notre population, parce qu'en fait, Fayence est un petit village, mais on a un grand canton, une grande communauté de communes. D'ailleurs, donc l'aide
pour l'ouverture de ce centre à Fayence a été en relation avec la préfecture et l'ARS. Donc moi, une partie ARS, puisque je quitte là ma casquette de président du syndicat des pharmaciens du Var, pour le président de la CPTS du territoire de Fayence, et la communauté de communes et les élus, on a pu construire un projet pour avoir ce centre. Globalement, c'est compliqué, mais on a réussi. Alors globalement, justement, la question des petites communes, parfois un peu retirées, pas vraiment, parce que Fayence, on n'est quand même pas loin à la fois du littoral et des grandes villes, mais est-ce que depuis le début de la campagne de vaccination, elles ont accès aux doses? Dans le Var, il y a par exemple des équipes mobiles qui sillonnent le haut et le moyen pays. Est-ce que vous diriez que c'est bien géré de ce point de vue-là? Alors, sur le départ, il faut se rappeler qu'en fait, on a eu une ouverture d'une grosse dizaine de centres qui étaient sur la pourtour littorale, effectivement. Et centre-Var, vous aviez Brignoles et Draguignan. Et effectivement, le Haut-Var, on ne va pas dire qu'il était oublié parce qu'on n'était pas loin de ces communes, mais compliqué à gérer pour des personnes âgées. Donc, la possibilité d'avoir des doses supplémentaires a permis d'ouvrir de nouvelles lignes donc cette semaine dans le Var, et notamment de pourvoir les communes. Donc on a eu Ops, on a eu Saint-Maximin, on a eu Lalonde de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, dans le littoral bien sûr, et Fayence. En fait, nous, on avait demandé ces centres depuis le départ, mais c'est évident qu'on a moins de population, plus difficile à gérer. Après, on a aussi le problème de trouver en nombre suffisant les médecins et les infirmières. On n'a pas un territoire extensible, mais on y arrive. Et on leur a montré à l'ARS et à la préfecture qu'on était capable de gérer ces centres. Et donc, nous, pour demain, tout est prêt. Merci beaucoup Patrick Magnéto. Donc on rappelle d'abord à Fayence l'ouverture demain de ce centre de vaccination. Il va falloir bien sûr prendre rendez-vous. Et puis dans les jours qui viennent, à n'en pas douter, les pharmaciens qui vont pouvoir vacciner, en tout cas la haute autorité le préconise. Et je précise également que la haute autorité de la santé indique qu'on peut vacciner avec du AstraZeneca pour les plus de 65 ans. Pendant un moment, c'était déconseillé, mais eux indiquent qu'on peut le faire sans arrière-pensée. C'est leur terme. Merci beaucoup à vous, président donc, du syndicat des pharmaciens du Var. On revient un instant dans les Alpes-Maritimes. L'annonce hier était tonitruante de la part du centre commercial Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. 75 000 mètres carrés de surface, mais en plein air. Du coup, la direction a choisi de rouvrir l'établissement. Vous avez entendu hier le préfet des Alpes-Maritimes qui avouait qu'il ne pouvait pas vraiment aller contre cette décision. Eh bien, Alexis Ricard et Claudia Olivier se sont rendus sur place en ce mardi matin. Le centre commercial Polygone Riviera a bien rouvert ses portes ce mardi matin. L'arrêté préfectoral qui interdit l'ouverture des centres commerciaux de plus de 5000 m² fermés ne concerne pas a priori les centres à ciel ouvert. Polygone a donc rouvert à l'exception des enseignes qui dépassent la surface autorisée. Les normes sanitaires sont strictes. Outre les jauges réduites, un sens de circulation est en vigueur. Les commerçants, eux, sont bien contents de rouvrir leurs portes au public. Enfin, on peut reprendre une activité, puis c'est un petit peu plus simple pour livrer les clients qui ont passé des commandes avant, où on s'est retrouvé dans une situation où pour les livrer, ça devenait un peu plus compliqué. Donc là, ils vont pouvoir récupérer leurs lunettes et on va pouvoir faire ça comme il faut. C'est un métier qui est important aussi, la vue, qui pour moi fait partie quand même des choses essentielles. Donc c'est vrai de pouvoir quand même apporter un service. Continuer à pouvoir apporter notre service, c'est quand même le plus important. Tous les jours, on attend que ça reprenne, que ça réouvre. Donc on est plutôt forcément prêt. Après, ouais, on était prêt en fait. On attendait juste qu'on nous dise qu'on puisse réouvrir. Donc en fait, aujourd'hui, par exemple, on n'est que 2. J'ai commencé beaucoup plus tôt pour pouvoir rattraper le plus de clients possible. Ambre aussi. Et on n'a pas pu contenter tout le monde. On a refusé tout le passage. Par contre, on n'a pas pu prendre le passage. Mais les clientes étaient contentes, nous aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'on soit réouvert en fait. C'est pas l'organisation, ça, on arrive toujours un petit peu à s'arranger. Les clients aussi sont ravis de revenir. Je trouve ça normal, puisque tout est à taille extérieure, donc c'est juste du bon sens. Je comprends même pas pourquoi ça a pu être fermé en fait. Bah oui, parce que bon, on a déjà plus beaucoup de vie, alors s'il y a vraiment plus rien du tout, non, je trouve ça tout à fait normal, tout à fait normal. Et ils sont extrêmement stricts en plus, parce que toutes les cabines d'essayage sont fermées, ils respectent le nombre de personnes à l'intérieur. Non, c'est vraiment extrêmement bien surveillé. Je trouve que c'est cool parce que sinon on n'avait rien à faire de la journée, donc on est venu ici. Écoutez, moi je trouve ça très bien.
Je trouve ça très agréable de pouvoir avoir des magasins ouverts et un petit peu de pouvoir se changer les idées. Seuls 2 magasins de plus de 5000 m² restent fermés, Primark et Printemps. À noter que le centre commercial n'est ouvert qu'en semaine. Autre sujet à présent dans ce grand direct, il concerne l'environnement. Et nous sommes avec la députée du Var de la majorité La République En Marche, Cécile Muscotti. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir parce que vous êtes très occupée, alors comme souvent, mais là vous avez démarré vos auditions puisque vous avez été missionné pour mettre sur pied un nouveau poste, une nouvelle mission, celui de défenseur de l'environnement, basé sur le modèle du défenseur des droits. Alors avant de savoir où vous en êtes, peut-être rappeler un petit peu quel est l'objectif que vous poursuivez. Oui, bonsoir, merci pour votre invitation. L'idée est vraiment de créer un défenseur donc, de l'environnement sur le même modèle que le défenseur des droits, parce qu'on part du constat qu'il faut aller plus vite, qu'il faut aller plus loin en matière de transition énergétique et écologique. Et pour ça, créer une autorité complètement indépendante des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques, est un cap supplémentaire pour pouvoir accompagner dans les territoires cette transition qui est indispensable parce qu'aujourd'hui, il y a urgence à agir. Donc c'est un défenseur qu'on pourrait saisir, un peu comme le défenseur des droits, à qui on pourrait faire remonter évidemment tout un tas de problématiques. Là, au travers de vos auditions, est-ce que vous cherchez encore à définir le cadre de son champ d'action ou plutôt le profil qui serait le profil idéal pour le candidat ou la candidate ? Là, l'objectif est d'auditionner toutes les autorités administratives indépendantes qui existent déjà, qui traitent de sujets autour de la protection de la biodiversité et de la protection de l'environnement, mais pas que des autorités administratives indépendantes, des comités consultatifs, tout un tas d'instances qu'il nous faudrait regrouper, mutualiser autour de cette unique autorité indépendante pour pouvoir véritablement incarner cette parole qui doit être forte. Alors l'incarner, c'est accompagner dans les territoires, les collectivités, les entreprises, les associations, les citoyens, pour pouvoir les aider à franchir un cap plus vite et mieux, si je puis dire. Mais c'est aussi travailler le profil dans le sens où il faut incarner cette mission-là. Il faut incarner ce rôle du défenseur de l'environnement. Tout le monde aujourd'hui connaît et reconnaît le défenseur des droits, donc il faut partir de cette expérience-là. Vous avez auditionné aujourd'hui Michel Prieur, qui est un spécialiste du droit de l'environnement, qui est vraiment en pointe sur ces questions-là. Est-ce que ça veut dire qu'à l'issue de votre mission, qui va durer quelques mois, il peut y avoir aussi un changement de législation, des changements de législation majeurs ? Eh bien, pour tout vous dire, j'espère même avant, parce que j'ai été missionnée pour effectivement 6 mois. Pour autant, le Premier ministre m'a demandé de lui remettre un rapport à mi-parcours, fin mars, afin de pouvoir déjà évaluer les scénarios possibles dans la construction de ce défenseur de l'environnement. Mon objectif est clair, accélérer mon travail pour pouvoir proposer, dès l'examen du texte du projet de loi Climat et Résilience, le squelette de la création de cette autorité indépendante, parce que, comme je le disais, il y a vraiment urgence à agir. Alors, il y a urgence et en même temps, c'est un domaine très, très vaste. Dans le journal de 20h sur Var Azur ce soir, on verra comment le maire de Carqueiranne lutte contre les dépôts sauvages. C'est un véritable fléau, par exemple, dans le Var. Je prends cet exemple, mais il y en a plein. Ça veut dire qu'on va aller du spectre très local avec donc, les décharges sauvages, comme on peut le voir sur ces images, à des problématiques beaucoup plus globales, comme le trafic aérien. Il y a un chantier et un champ d'application immense. Il y a un champ d'application immense, c'est pour ça qu'il faut faire confiance aux instances qui existent déjà et qui s'occupent finalement de manière dispersée de sujets. Les déchets, la gestion de l'eau, les nuisances aéroportuaires sont aussi un exemple. Donc il faut qu'ensuite chacun, quand je dis chacun, c'est collectivités, entreprises, associations, puisse saisir un représentant du défenseur de l'environnement pour l'accompagner. Effectivement, nous, dans le Var, la gestion de nos déchets est un vrai problème. D'ailleurs, pas que les dépôts sauvages. On doit aujourd'hui mieux recycler, mieux valoriser. On devrait avoir des poubelles de tri partout dans le territoire. Et ce n'est pas le cas. Donc, à un moment donné, le défenseur de l'environnement peut être saisi à la fois pour faire respecter le code environnemental, pour faire respecter la charte de l'environnement
qui dit clairement que nous avons un objectif clair, un principe clair dans notre constitution de protéger l'environnement et puis aussi d'accompagner si une collectivité se retrouvait en difficulté. Mais ce sont des sujets majeurs et vous savez, je pense que l'écologie, c'est pas un ministre, un président de la République qui bouleversera les choses. C'est dans le quotidien, dans les territoires, auprès de chacune et de chacun qu'on fera avancer les choses. Et donc, tout l'intérêt d'avoir une autorité forte, indépendante des pouvoirs politiques et des pouvoirs économiques qui puissent être saisis au quotidien pour qu'on aille plus vite. Alors évidemment, je me doute que vous ne me répondrez pas, mais je pose quand même la question. Est-ce que vous, Cécile Muscotti, vous avez déjà en tête un profil, voire même une personnalité qui pourrait incarner ce rôle-là, parce que ce sera le premier de l'histoire. Il va forcément falloir, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il ou elle incarne et qu'elle porte aussi sur son nom ce rôle de défenseur de l'environnement. Bien sûr, un nom, je n'en ai pas à vous donner ce soir, mais ce qui est certain, c'est que cette personne devra n'avoir aucun mandat politique, aucune activité professionnelle pour garantir son impartialité, c'est fondamental. Et puis surtout, il faut qu'elle ait conscience de l'urgence climatique dans laquelle nous sommes. Il ne s'agit pas de terroriser les gens, mais aujourd'hui, quand on parle d'objectifs à atteindre, ce n'est pas pour préserver les générations futures. On parle d'abord de nous. On est sur un futur proche. Parce que vous savez, la nature, elle s'en remettra des bouleversements. Mais la question, c'est véritablement celle de l'homme. Et donc, il faudra véritablement une personnalité qui ait conscience de tout ça, qui ait une parole assez forte et assez claire pour pouvoir le porter et être entendu de tous. Une dernière chose, quels sont les retours que vous avez des collectivités, des gens que vous auditionnez? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une forme de consensus autour de la création de cette mission-là, par-delà même les frontières partisanes? Oui, il y a un consensus où tout le monde se rend compte qu'il y a urgence à agir. Bon. L'idée d'avoir une autorité complètement indépendante et avoir finalement une saisine beaucoup plus simple, beaucoup plus claire, qu'on sache qui saisir à quel moment et pourquoi, tout le monde y est favorable. Après, vous savez comme moi qu'il y aura forcément des gens qui auront plus de questions à poser, dans le sens où en France, la liberté d'entreprendre vient se positionner en dualité face à l'objectif de préserver l'environnement. Il faut qu'on sorte de cette dualité juridique. Et Michel Feuillard l'explique d'ailleurs très bien. Notre Constitution impose dans son texte fondateur la protection de l'environnement. Mais ce n'est pas parce qu'on veut protéger l'environnement qu'on nuit forcément à la liberté d'entreprendre. Il faut comprendre que l'écologie, c'est une force économique, c'est de la création d'emplois, c'est finalement préserver tout ce qui fait qu'on vivra mieux demain. Merci beaucoup Cécile Muscotti, députée La République En Marche. Vous en avez encore pour quelques mois, mais on l'a compris, point d'étape sera fait en mars avec peut-être déjà des évolutions. Et puis donc à l'issue de ces 6 mois de travaux, vos propositions pour créer donc cette belle mission d'ailleurs que sera celle du défenseur de l'environnement, belle, importante et surtout qui nécessitera beaucoup d'énergie. Merci à vous d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation sur les antennes d'Azur TV. On va rester dans le domaine de l'écologie et dans votre département, dans le Var. Il est un quartier qui est en train de sortir de terre à Toulon, le quartier Montetti, écoquartier qui va faire la part belle aux hôtels, aux écoles, mais également aux bureaux d'entreprise. Sauf que les martinets et les oiseaux migrateurs ont leurs habitudes dans le quartier, tant et si bien que l'entreprise qui fait les travaux est obligée d'installer des nids provisoires qui vont se transformer, rassurez-vous, en nids définitifs dans le futur écoquartier. Le reportage est signé Marion Colangelo. Des nids de martinets provisoires installés sur les façades sud et ouest d'un bâtiment de la cité Montetti. En prévision de l'arrivée prochaine des oiseaux migrateurs courant avril, une quarantaine de nids provisoires ont dû être déplacés pour accompagner l'avancée des travaux. Il y avait 45 nichoirs sur 3 faces. Il a fallu que les oiseaux déjà trouvent ces nichoirs provisoires. C'est ce qu'ils ont fait pendant 2 ans. On en a eu de plus en plus de nichoirs occupés. Et cette année, on est obligé d'enlever des nichoirs d'une des façades, celle qui était le plus occupée au niveau des nichoirs, parce que les travaux du hub il n'y aura plus possibilité pour les oiseaux de venir. Et aujourd'hui, avec une nacelle, ils sont en train de mettre, les intervenants professionnels, 30 nichoirs
sur une façade du côté de l'église et 15 nichoirs du côté boulevard Commandant Nicolas. Une fois les travaux terminés, des nids en béton bois seront inclus à l'intérieur des façades des nouveaux bâtiments. Les Martinais ont leur habitude dans le quartier. Après les travaux, ils vont devoir reprendre de nouvelles habitudes. Et on va mettre des dispositifs sonores, c'est des cris de martinets, parce que ce sont des oiseaux coloniaux. Et lorsqu'ils entendent leurs collègues, ils ont tendance à venir et à chercher un trou aussi. Ce sont des oiseaux qui ont besoin de presque rien pour nicher, une fissure dans un mur, un joint d'étanchéité, un dessous de tuile, un arrière de gouttière. Et bon là, et en leur proposant ces nichoirs, c'est quand même des chambres d'hôtel plusieurs étoiles. Une bonne entente entre associations et entreprises au bénéfice de la préservation de la biodiversité, très ancrée ici à Toulon. La mairie nous a tout de suite suivis. Donc là, on travaille beaucoup aussi sur des refuges LPO dans des parcs urbains. Voilà, donc c'est vraiment la biodiversité à prendre en compte au niveau de l'urbain et d'une grande ville comme Toulon. Je trouve que c'est vraiment engageant pour d'autres villes aussi. Puisqu'à Toulon, la prise en compte des nids de martinets est une prescription, c'est une obligation dans le règlement des ravalements de façade. En espérant qu'un jour, ça soit aussi dans le PLU et que tout le monde travaille ensemble, quand même dans la main. Une manœuvre menée par le groupe Édouard Denis, en charge du projet Montetti, un quartier qui fera la part belle aux hôtels, écoles, espaces de bureaux et donc logements pour les Martinais. Voilà pour donc le développement du quartier Montetti et les oiseaux migrateurs. Nous en venons à un autre dossier, toujours très important, celui des étudiants. À la fin du mois de janvier, la ville de Nice a présenté un plan de soutien à ses étudiants. Et nous sommes avec l'adjoint en charge de la jeunesse, Greg Monetti. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir pour évoquer ce plan. Force est de constater qu'évidemment, la situation des étudiants est toujours aussi préoccupante, le confinement, même si les cours ont repris. Vous avez donc déployé ce plan qui se veut pratique. Totalement. Bonsoir à vous et merci pour votre invitation. C'est un plan qui, je crois, a toute son importance dans la situation que nous connaissons et qui a vocation à s'installer dans la durée. C'est un plan qui a pour objectif premier de transformer au quotidien la situation des jeunes et des étudiants à Nice. Et pour ce faire, on a mis en place 12 mesures qui sont tant des mesures d'urgence pour faire face à la crise sanitaire et à la crise sociale, tant des mesures conjoncturelles qui ont vocation à s'installer dans le temps. Et je crois que si l'on regarde mesure par mesure, on va arriver à apporter des réponses très concrètes aux difficultés des étudiants et aux difficultés qu'ils rencontrent chaque jour. Et je crois que par 6 thèmes, l'engagement, le transport, l'aide alimentaire, la santé, l'égalité des chances, on va arriver, je crois, à faire de Nice une ville jeune, parce qu'elle l'est déjà, mais encore plus attractive et dans laquelle le quotidien est facile et, j'ai envie de dire, le plus agréable possible pour les étudiants en cette période compliquée. Alors je voudrais vous montrer un petit reportage qui va vous rappeler des bons souvenirs, parce que vous avez été président de la FACE, la Fédération des associations et des corporations étudiantes à Nice. 45 000 étudiants quand même dans les Alpes-Maritimes, dans le cercle de l'Université Côte d'Azur. L'Agorae, qui est l'épicerie solidaire, a pour projet également d'ouvrir un restaurant solidaire, ce qui serait une première. On regarde et puis vous allez nous livrer votre sentiment juste derrière. 4 tonnes de marchandises livrées ce mardi matin, produits d'hygiène ou encore alimentaires. Les bénévoles de la FACE 06 trient ces denrées. Devant l'épicerie solidaire de l'Agorae, toutes ces marchandises seront distribuées gratuitement dans les résidences étudiantes du département. Il y a de tout en fait, c'est pour qu'on puisse confectionner des colis pour faire des distributions alimentaires sur les résidences. On sait que pour certains étudiants qui sont à Cannes, qui sont à Mandelieu, qui sont encore à Menton, venir à l'Agorae de la FACE 06, encore plus avec des horaires de couvre-feu, c'est quelque chose d'infaisable. Donc c'est aussi notre rôle d'aller vers eux, d'aller à leur rencontre et d'aller leur donner ces paniers repas. Avec la crise sanitaire, certains étudiants sont en situation de grande précarité. La FACE 06 accompagne donc et tend la main à ces jeunes en mettant à disposition des produits du quotidien bien moins chers que sur le marché.
Cette épicerie, c'est essentiellement pour des étudiants qui se retrouvent dans une situation de précarité, de pouvoir venir faire des courses à moins 85% du prix du marché. La précarité, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps, mais c'est aussi quelque chose qui peut venir être une urgence. Il y a des étudiants qui se retrouvent en ce moment en situation de précarité, ils n'y étaient pas il y a 2 mois, et ils n'y seront peut-être plus dans 2 mois, mais en ce moment, la FEI 06 est là pour tout le monde. Pour aller plus loin, la FEI 06 va ouvrir à l'horizon 2022 un restaurant solidaire. Ouvert à tous, le but est de sortir les jeunes de leur isolement. En cette année universitaire si particulière, les étudiants ils en ont cruellement besoin d'une vie, une véritable vie où on va se réunir, où on va parler, où on va débattre, où on va tout simplement devenir celui qu'on va être demain. Et je crois que ce projet-là arrive au bon moment et va permettre à certains étudiants, en cette année universitaire si particulière, d'enfin se retrouver et d'enfin avoir une vie étudiante. Panier repas gratuit, lien social, la FEI 06 est au rendez-vous pour les étudiants. Une action qui va s'inscrire dans le temps une fois la pandémie derrière nous. Voilà, Greg Monetti, vous avez présidé donc la FEI et vous avez voté donc au conseil municipal le soutien aux épiceries solidaires et aux restaurants solidaires également. Il y en a au moins 2 que vous allez soutenir. C'est aujourd'hui l'ère de la guerre, on le voit, c'est quand même assez impressionnant de voir les étudiants qui aujourd'hui ont du mal parfois à se nourrir. Avant toute chose, moi je pense qu'il faut leur dire bravo parce que dans le reportage que vous avez montré là, on voit des jeunes qui s'engagent pour d'autres jeunes avec un dispositif qui est opérationnel. Je crois que le lancement sera dès cette semaine et vient naturellement répondre à un certain nombre de difficultés. Vous savez, je crois que le politique public, et la politique publique plus justement, ne peut pas tout. Et la collaboration et la complémentarité avec les associations est décisive pour faire de la proximité, des mesures équilibrées, des mesures qui répondent, je le disais, aux attentes au quotidien. Ça, je crois que c'est le premier point qu'il faut souligner. La deuxième, c'est que la situation, elle est compliquée pour tous les Français. Et elle est compliquée justement à 2 titres, pour ceux qui avaient des fragilités avant et pour ceux qui sont particulièrement isolés aujourd'hui. C'est le cas des étudiants. Et à Nice, je crois vraiment, mais comme une conviction intime, que nous sommes une ville à l'avant-garde et une des villes de France qui accompagne le mieux ses étudiants. Et ce dispositif que vous montrez, les 12 mesures que j'ai présentées au conseil municipal en témoignent. Donc, ces 2 restaurants sociaux et solidaires qui ouvriront à Nice d'ici aujourd'hui à la prochaine rentrée universitaire. C'est plusieurs épiceries sociales et solidaires qui seront ouvertes et c'est tout un ensemble d'aides qui font que, je veux leur dire aussi par votre intermédiaire, les étudiants ne sont pas seuls. Alors, ils ne sont pas seuls et effectivement, ils ont un autre souci, c'est le coût du logement. On le sait, sur la Côte d'Azur, c'est quand même important. Là aussi, qu'est-ce que vous prenez comme solution? Vous avez évoqué des pistes, enfin plus que des pistes d'ailleurs, la création de logements intergénérationnels. Il faut être créatif pour parfois contourner le marché qui est très élevé. La grande difficulté du logement, c'est clairement la disponibilité du foncier. Ce que j'ai proposé au travers du conseil municipal, c'est 3 mesures. La première, la livraison de 475 nouveaux logements étudiants d'ici 2026. La deuxième, c'est le développement de colocations solidaires, c'est-à-dire qu'on va permettre à des jeunes d'intégrer des colocations en échange d'un projet ou d'un engagement de leur part à l'attention du quartier de l'intérêt général. Je crois que c'est plutôt vertueux. Et la troisième, c'est de développer le logement intergénérationnel, parce que vous savez qu'il y a des gens, notamment à Nice, plus âgés, qui sont seuls, qui ont de la place chez eux, qui ont aussi envie de vivre une expérience un peu nouvelle et intéressante. Et s'ils accueillent des étudiants, ils obtiendront une déduction fiscale notamment, et l'étudiant un logement. Et je crois que ça aussi, ça participe d'une forme de cohésion sociale et d'une réalité bien installée. Alors, un dossier et un volet important, c'est celui du soutien psychologique, parce que c'est ce qu'on a constaté, nous aussi, au travers des reportages qu'on a fait. Pas mal de détresse, d'épuisement. On l'a dit, on ne peut pas forcément toujours retourner en amphi, en tout cas pas à plein temps. Là aussi, il y a une préoccupation et il faut agir vite. C'est quoi? Il faut mettre en place des psychologues, pousser les étudiants à appeler les lignes, à consulter, en fait, tout simplement? Je pense que le préalable, et vous l'avez extrêmement bien présenté, c'est-à-dire que ce soit pour vous, pour moi, la situation n'est pas facile. Alors pour des étudiants qui vivent seuls dans des chambres, ça l'est nettement moins. Et je crois qu'il faut dire d'emblée, vraiment sans gêne, qu'il n'y a ni honte, ni malaise à ce qu'un étudiant témoigne de son mal-être, de sa situation, des difficultés qu'il a à appréhender ce contexte un peu anxiogène, et que s'il en a le besoin, surtout, il faut qu'il aille vers un psychologue. Et la part des établissements publics et de la collectivité, c'est de faciliter cette rencontre avec un professionnel de santé, de la financer aussi, de manière à ce que ce ne soit pas un obstacle pour les plus fragiles,
et que s'il y a besoin pour le jeune de 1, 2 ou plusieurs séances pour discuter, il puisse le faire simplement et surtout il puisse le faire rapidement. Alors, des consultations, évidemment, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'idée, c'est d'éviter le décrochage scolaire. L'isolement, on a vu des cas, alors pas dans notre région, enfin en tout cas pas que je sache, mais de tentatives de suicide, ça peut aller très loin. Donc voilà pourquoi c'est un vrai problème de santé publique presque. Et si vous voulez, il y a deux dimensions. La première, vous l'abordiez notamment sur le prisme du restaurant social et solidaire. Finalement, ce qui est intéressant dans ce restaurant, c'est la dimension alimentaire, mais pas que. C'est le fait que l'étudiant va pouvoir, dans la semaine, dans un temps qui pourra s'inscrire dans son quotidien, aller à la rencontre d'autres étudiants, partager un moment, discuter, échanger. Et c'est de ça dont on souffre tous aujourd'hui. C'est le manque clair de liens sociaux. Maintenant, pour ceux qui ont des problématiques, en effet, qui sont plus poussées, plus intimes, plus difficiles à dénouer, alors oui, il faut un professionnel de santé. C'est un sujet de santé publique. On a mis en place une ligne d'écoute où les étudiants peuvent appeler à n'importe quelle heure et ils seront rappelés ou ils auront une réponse directe d'un psychologue. Il y a aussi un centre de santé universitaire avec des psychologues en exercice qui peut les recevoir tout au long de la semaine et échanger avec eux. On a mis aussi en place des dispositifs facilités de manière à ce qu'il n'ait pas à faire d'avance de frais. Et dans les ensembles de dispositifs dont je viens de vous présenter, tout est pris en charge par la collectivité ou l'université, ce qui fait qu'ils ont un rendez-vous rapide, sans obstacle financier. Une dernière chose, c'est lié aussi à votre autre casquette auprès de la ministre en charge de l'enseignement supérieur. À la rentrée, pour lutter contre la précarité menstruelle, c'est un dossier très précis, hein, mais des distributeurs seront installés dans toutes les universités françaises. C'était nécessaire et obligatoire parce que là aussi c'est un poste important, hein, dans le budget des étudiantes. Absolument, et je crois que c'est là une mesure de progrès social qui est essentielle sur un sujet dont on doit parler extrêmement librement. Et la précarité menstruelle, c'est une difficulté au quotidien. Alors, dès les prochains jours, il y a des premiers distributeurs qui seront mis en place sur l'ensemble du territoire et en cela compris à Nice. Et à la rentrée, il y en aura partout et de manière suffisante pour que la gratuité soit totalement installée. Merci beaucoup Greg Monetti d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. Je rappelle que vous êtes l'adjoint au maire de Nice en charge de la jeunesse et donc ces 12 mesures présentées en conseil municipal pour soutenir la vie étudiante. Merci à vous et à bientôt sur les antennes d'Azur TV. On va faire une petite pause avant de rejoindre Denis Caro qui nous attend, le patron des rédactions de Nice Matin. Petite pause parce que à Marseille, bon, on se prépare plus ou moins au confinement, même si le gouvernement n'a pas tranché. Alors en attendant, eh bien, les Provençaux font des petits tours sur la plage, profitent du beau temps. C'est un sujet de Cindy Chevaux. C'est peut-être les derniers moments de répit avant un nouveau confinement. Ce matin, à Marseille, malgré un ciel grisâtre, aux abords de la plage des Catalans, on s'offre un petit moment de liberté. On est venu visiter Marseille, un petit peu de liberté, mais l'après-midi est tellement courte qu'on en profite au maximum maintenant. On est en vacances sur Marseille, on vient de l'Oise, donc on est là jusqu'à samedi, puis on se promène. Malheureusement, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, on cherchait le soleil de Marseille, mais bon, on profite. Alors qu'un confinement le week-end plane au-dessus de la tête des Marseillais comme à Nice ou à Dunkerque, cet étudiant profite du sable et du ballon par crainte d'en être une nouvelle fois privé. On vient de s'amuser, moi et mon ami, ici. C'est bon, ça fait de bien, surtout dans cette période de Covid. Plongée sous-marine, volley-ball ou encore château de sable, à chacun son activité, le temps d'une journée pour oublier la crise sanitaire. On vient d'aller nager et d'aller regarder les statues du musée subaquatique qu'ils ont installé il y a peu de temps. Ça fait beaucoup de bien, vraiment, ça nous détend et puis on avait besoin. Si certains ont décidé d'immortaliser cette journée avec une petite séance photo, d'autres préfèrent décompresser, comme ces 3 copines infirmières. Repos, détente, profiter. On profite un peu de la journée avant de reprendre le travail. Ça fait du bien de décompresser un peu. Alors que Marseille fait partie des 20 départements placés en surveillance renforcée, le gouvernement pourrait annoncer de nouvelles restrictions le 6 mars prochain. En attendant, bonne nouvelle, le soleil lui devrait s'imposer pour le reste de la semaine. Mais surtout n'oubliez pas ce dernier conseil. Je pense qu'il faut qu'on soit tous responsables
faut prendre son mal en patience et on s'en sortira comme ça. Voilà, les mots sages des Marseillais. Alors, j'ai dit profiter du beau temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faisait un peu gris sur notre région, mais le soleil devrait être de retour. Bonsoir, Denis Caro. Merci d'être avec nous comme tous les mardis, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Alors, on va reparler un peu de confinement avec vous, malgré tout, parce que, comme nous, vous avez assisté à la réouverture du centre commercial Polygone Riviera. C'est 75 000 mètres carrés. La direction a estimé qu'elle n'était pas concernée par l'arrêté. Ce qui n'a pas été vraiment nié hier par le préfet. Résultat, eh bien, les clients étaient accueillis aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, c'est pas forcément du goût du préfet qui a expliqué très clairement hier qu'il n'était pas vraiment favorable à ce type de concentration de population sur un espace qui, effectivement, vous venez de le rappeler, fait plus de 70 000 mètres carrés, mais qui est à l'air libre. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à Polygone Riviera de rouvrir, à l'exception des deux grandes surfaces, Primark et Printemps, qui dépassent les 5 000 mètres carrés, qui sont soumis à fermeture. Nous y étions et effectivement également ce matin. Il n'y avait pas énormément de monde, mais on a croisé des gens qui appréciaient ce goût de quelque part de vie d'avant, de pouvoir se promener à travers les allées de Polygone Riviera. Alors on ne sait pas si l'histoire est terminée et si le préfet réussira à trouver des arguments juridiques qui permettront de faire fermer ces boutiques qui pour le moment restent ouvertes, du moins jusqu'à ce week-end. Alors voilà, c'est ce que j'allais vous demander, parce que effectivement le préfet était un peu obligé de reconnaître que, au vu du texte, effectivement Polygone pouvait rouvrir, mais on a bien senti hier dans ses propos que ça lui plaisait pas forcément. Vous pensez enfin c'est ce qu'il a dit en tout cas, qu'il cherche à trouver un argument juridique qui pourrait empêcher le centre commercial de rouvrir pour les jours qui arrivent ? C'est ce qu'on a cru comprendre, mais c'est pas forcément évident. Il y a une brèche dans laquelle s'est engouffrée la direction du centre commercial et qui du coup a mis en place un luxe de précautions. Il y a énormément de mesures barrières. Les jauges sont non seulement respectées, mais amplifiées par rapport à la norme. Il y a des médiateurs, les fameux médiateurs Covid, dans les allées du centre et les boutiques pour faire en sorte de limiter les risques. Autre dossier demain dans le journal, et c'est plus un témoignage d'ailleurs. Vous vous souvenez peut-être de cet plus qu'incident, de ces aides-soignantes et infirmières blessées aux urgences de Nice par un stylo-pistolet. Vous avez recueilli le témoignage de l'une des victimes qui a été opérée d'ailleurs à la suite donc de cette mauvaise manipulation. Oui, le témoignage de Nadine, une aide-soignante de 58 ans qui nous raconte cette soirée d'horreur absolument hallucinante. Le témoignage est très fort, il est aussi un peu inquiétant. Elle a remarqué avec sa collègue un stylo un petit peu bizarre qui était dans la poche du patient qu'elle venait de prendre en charge. C'est quelqu'un qui avait été jeté d'une voiture atteint de 2 balles dans le ventre, et en manipulant l'objet, un coup est parti. Il s'est avéré que c'était un stylo pistolet, alors un accessoire digne d'un mauvais James Bond, mais très, très efficace, puisque il a transpercé le corps de Nadine, et la balle est venue se ficher dans son bras. Elle a été effectivement opérée et elle ne devrait pas avoir de séquelles, mais cet incident gravissime pose quand même de sérieuses questions sur la sécurité et l'attention dans les services d'urgence. D'ailleurs, le syndicat Force ouvrière demande en urgence le renforcement des dispositifs de sécurité aux urgences de l'hôpital. Oui, on avait, reçu la représentante de la CGT dans cette émission qui avait peu ou prou le même discours. En plus, un problème récurrent quand même à l'hôpital et plus particulièrement à Nice. Il y a des débats politiques aussi au sein du conseil municipal sur le rôle de la police municipale, de la police nationale. Il y a un vrai sujet, là, Denis, sur la sécurité à l'hôpital, d'autant que le Covid, la crise sanitaire, vient rajouter de la crispation.
Oui, et effectivement, les tensions à l'hôpital et les tensions dans les services d'urgence, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas l'apanage de l'hôpital de Nice, mais il est certain que la crise sanitaire, la tension qui règne un petit peu partout, exacerbe les comportements. Alors là, on est dans un cas extrême et dans un fait divers totalement hors norme, mais les incidents sont nombreux, ils se multiplient et les personnels soignants qui sont aux premières loges et en première ligne depuis un an les subissent de plein fouet et demandent là aussi à être aidés et que la sécurité soit sensiblement renforcée. Merci beaucoup Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Tout ça est à lire dans vos différentes éditions demain matin dans les kiosques ou en version numérique, bien entendu. À la semaine prochaine. Bonsoir à tous. On poursuit avec un débat qui a priori a été tranché par les Français, celui de la légalisation du cannabis. Une grande consultation a été lancée par plusieurs députés et le résultat semble sans appel. 80% de Français qui se disent favorables à la légalisation, mais ça n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, notamment un problème de santé publique. Dans le Var, c'est Thomas Bernabé qui s'est intéressé à cette question. Le cannabis truste toujours l'actualité en France. Après le passage de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, la semaine dernière à Marseille pour montrer son implication dans la lutte contre cette substance, voilà qu'une consultation citoyenne vient de se terminer. 250 000 personnes y ont répondu et le résultat est sans appel. 80% des sondés se disent pour la légalisation du cannabis. Les raisons évoquées sont multiples, mais la principale demeure la répression qui serait inutile. 92% des sondés remettent en cause le dispositif pénal actuel. 4,6% sont ainsi pour un renforcement des sanctions, alors que seulement 0,8% sont pour le maintien du cadre légal en vigueur. Alors êtes-vous plutôt d'accord avec cette majorité de Français? Nous sommes venus vous poser la question à Toulon. Le tabac est légal, l'alcool est légal, je pense que ça ne fait pas plus de mal. Moi je m'occupe de jeunes, je vois les ravages que ça fait. Surtout quand ils se mettent à dealer et les mises en danger. Donc je me dis que, pas du point de vue de la consommation, mais dépénaliser, ça permettrait de mettre un peu moins les jeunes en danger, de faire des trafics et de prendre des sales coups. Je suis contre, parce que c'est nocif pour la santé. Voilà. Légaliser, c'est non. Ça va bousiller encore la société. Des avis plus mitigés que dans l'enquête. Pourtant, la députée de la Loire, Caroline Janvier, porteuse de cette consultation, se félicite de cette enquête auprès de nos confrères du HuffPost. C'est un vrai succès qui montre qu'il y a un intérêt de la société pour le sujet, que ce n'est plus un sujet tabou pour les Français. Si près d'un quart disent ne pas fumer, c'est que ce sujet intéresse tout le monde et pas seulement ceux concernés de près. La France est le premier pays consommateur de cannabis en Europe. La répression exercée depuis de nombreuses années ne semble pas fonctionner. Le trafic ne recule pas. L'heure est donc peut-être à l'exploration de nouvelles pistes. Pour autant, la question de la santé publique reste un frein majeur. De nombreux médecins alertent toujours sur la nocivité du cannabis, notamment sa consommation régulière qui peut avoir des effets néfastes sur le cerveau. Voilà pour donc cette enquête menée auprès des Français. On va ce soir donner un petit coup de pouce, si on le peut, modestement, au Lions Club des Balcons de Provence, parce que dans les Alpes-Maritimes, comme partout, la Covid vient perturber un peu les événements. Le Lions Club qui avait décidé de se mobiliser, et qui a décidé d'ailleurs de se mobiliser pour les vallées sinistrées des Alpes-Maritimes en organisant une grande tombola. Vous voyez l'affiche avec une superbe voiture à gagner, sauf que les partenaires étaient notamment des grands centres commerciaux et que tout est tombé à l'eau avec donc cette année Covid-19. Pour en parler, on accueille Jean-Philippe Aucher. Bonsoir, vous êtes chargé de communication pour le Lions Club Les Balcons de Provence. Alors, tout partait d'une bonne initiative. Vous souhaitez continuer à vendre les tickets de tombola et en fait l'idée, on ne va pas se cacher, c'est d'appeler les gens à se mobiliser. Bonsoir Nicolas et bonsoir Azur TV. Mais oui, c'est vrai, on est un petit peu déçus, mais en même temps, on a le dynamisme qu'il faut pour se battre. Alors c'est vrai que nos partenaires, malheureusement, n'ont pas de chance, nous non plus. On avait la possibilité d'être dans les plus grandes surfaces de la côte, parce que les sinistrés, notre flyer le dit très bien, ne les oublions pas, ils sont toujours dans la panade, ils ont toujours des soucis. Et donc nous, on essaye de faire quelque chose, alors à travers Internet, à travers les médias comme
comme votre télé. C'est super, en tout cas je vous remercie de nous accueillir. Les Balcons de Provence, il faut savoir que l'on regroupe 5 villages. Il y a La Gaude, il y a Saint-Janet, Gatière, Carrosse, Le Broc, et nous couvrons cette zone-là et nous aidons notamment toutes les personnes qui ont besoin de nous, puisque nous sommes là pour les aider. Et depuis nombreux, nous sommes une quinzaine de bénévoles. C'est une association qui est dans le monde entier, nous sommes 1,5 million de bénévoles. Et c'est vrai que cette année, c'est très difficile, mais nous avons quand même un groupe de gens, avec notre président Daniel Godani et notre secrétaire Christian Chantelot, et notre trésorier Michel Sarkozy, parce que je ne vais pas l'oublier. Et moi, je suis chargé de la communication. Et là, on veut vendre nos tickets de tombola. Alors, on va revoir l'affiche, parce que dessus, il y a toutes les informations nécessaires. Donc, le ticket est à 5 €. Il y a quand même une voiture à gagner. Le tirage a toujours lieu le 19 avril. Et surtout, il y a l'adresse du site internet sur lequel on retrouve toutes les informations pour participer. Donc, c'est le www.lionsbalcon, on le voit là, .wixsite.com/balcon. On redonnera évidemment cette adresse à la fin de l'entretien. Mais voilà, l'idée, c'est que tout le monde puisse participer. Et évidemment, la cause que vous soutenez est la cause la plus importante pour notre région cette année, les vallées sinistrées qui en ont bien besoin. Oui, Nicolas, en tout cas, on vous remercie. Et c'est vrai aussi, il faut dire une chose, c'est que si les personnes n'ont pas retenu le site, il suffit de taper Lions Club, les Balcons de Provence sur votre ordinateur et vous allez retomber sur le site, vous allez le retrouver. Et vous pouvez acheter vos tickets simplement comme vous achèteriez n'importe quel élément sur Internet. Voilà, avec votre carte, avec comme vous voulez, autant de tickets que vous voulez. Et le tirage, alors évidemment, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est prévu le 19 avril, mais on se donne aussi le droit de pouvoir peut-être un petit peu le reculer en fonction des événements du Covid qui malheureusement touche beaucoup de personnes, mais on espère que non, on écoute ce que nous dit le gouvernement et on espère que dans quelques semaines, eh bien, ça sera derrière nous. En tout cas, merci, et il faut savoir qu'on se bat beaucoup et on compte sur tout le monde pour venir nous aider. Voilà. Vous espérez en vendre combien il faudrait en vendre pour que vous considériez que c'est un succès? Nous nous étions donné un objectif de 5000 billets. Avec 5000 billets, on va pouvoir... Parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte pour la vallée, il y a aussi beaucoup de matériel. Ils ont besoin d'énormément de matériel. Je vais parler très simplement de la pelle à la pioche, à la brouette, en passant par tout ce qu'on peut imaginer. Il y a même des gens qui ont perdu les meubles, qui ont perdu leur maison. Donc il faut aider dans tous les sens du terme. C'est pas uniquement que l'argent. L'argent, alors il faut savoir une chose très importante, c'est que le Lions Club, nous ne vivons que sur nos cotisations. Notre gestion, c'est la cotisation. L'argent que l'on récolte des dons, c'est 1 € récolté, 1 € reversé. Tout est reversé à l'action que nous menons et notamment en ce moment l'action des vallées avec la tempête Alex. Voilà, on voit ces images qui sont toujours importantes à montrer. Il y a encore de vrais besoins. Certains villages qui sont presque coupés du monde, ou en tout cas très difficiles d'accès. Et vous l'avez dit, ce sont parfois des besoins tout bêtes, des outils, évidemment de l'alimentation, mais pas forcément de l'argent. Il y a quand même là, pas très loin de chez vous d'ailleurs, un vrai besoin. Ah oui, absolument, oui, que ce soit la vallée de la Vésubie, la vallée de la Roya, la vallée de l'Estéron, la vallée de la Tinée, enfin, tout le monde a été plus ou moins touché. C'est vrai que la vallée de la Roya et la Vésubie ont été énormément touchés. Bon, 5 € pour un ticket, c'est pas énorme, mais vous savez, jouer, c'est déjà gagné, je crois. 5 €, c'est pas grand-chose, et en même temps, ça peut aider. Et puis, peut-être, la personne sera-t-elle tirée au sort et gagnera cette voiture, une voiture d'une valeur de près de 13 000 €. Et c'est une voiture de haut de gamme, parce qu'elle coûte plus cher, mais grâce à Renault, on a pu avoir des remises importantes. Alors donc, il faut toujours le dire, parce que ça fait plaisir que nos partenaires nous suivent. On en a de nombreux. Bon, et là, Nicolas, franchement, vous nous tendez la main et je vous en remercie infiniment avec Azur TV. Ah, écoutez, c'est pour la bonne cause. C'est vrai que nos vallées traumatisées, on les voit souvent à l'antenne. Donc toutes les initiatives pour leur venir en aide sont les bienvenues sur
sur cette antenne. Merci beaucoup à vous, Jean-Philippe. Je rappelle que vous gérez la communication du Lions Club, les balcons de Provence, donc dans ces villages dont vous avez parlé tout à l'heure, Saint-Janet et autres. On va redonner l'adresse internet parce que c'est important que nos téléspectateurs puissent la noter, www.lionsbalcon.wixit.com/balcon, 5 €, tirage au sort a priori le 19 avril, mais on l'a compris, il peut y avoir un petit peu de rab, une voiture à gagner. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct. Merci à vous, merci de votre accueil, merci à Azur TV, à bientôt. Avec plaisir, merci. À bientôt. Deux petits reportages pour terminer, deux beaux reportages d'ailleurs. Le premier qui concerne la folie du bricolage. Depuis un an maintenant et la crise sanitaire, eh bien, les Français et les habitants de notre région bricolent. C'est ce qu'a constaté dans les Alpes-Maritimes Stéphanie Mossman. Alors là, je suis en train de poncer en fait le mur qui a déjà été enduit de bandes à joint pour le BA13, ce qui va nous permettre après de passer une première couche de peinture. Depuis quelques mois, Lucie s'est transformée en reine du bricolage. Ponçage, peinture et même la construction de meubles de A à Z. C'est très satisfaisant aussi de voir le résultat finalement, de permettre aussi finalement d'améliorer notre vie quotidienne. Parce que là, du coup, je vais avoir une super salle de bain. Et de rentrer dans la salle de bain tous les jours, de voir que c'est moi qui l'ai fait, que j'ai réussi à faire des choses, je me suis dépassée moi-même aussi. C'est vraiment très gratifiant, quoi. Pour le matériel, nombreux sont ceux qui se tournent vers les enseignes de bricolage. Ces magasins sont en partie restés ouverts depuis mars et ont vu leur vente exploser avec une hausse de 20% dès le mois de mai pour certains, comme dans cette entreprise 100% azuréenne. On va remettre 2 couches de cette peinture de finition. D'accord. Et le rayon prix d'assaut est sans conteste celui de la peinture. La rénovation des chambres, la mise en couleur, déjà pour égayer et puis pour changer un petit peu d'environnement et de décor. Voilà, mais c'est un rayon qui a vraiment explosé pendant cette période. On a pu constater que le choix des gens se dirigeait plus vers des peintures plus qualitatives, parce du fait qu'ils le faisaient par eux-mêmes, que les travaux étaient faits par eux-mêmes, le coût de la main-d'œuvre du coup ne s'additionnait pas à leur poste budget de travaux. Donc ils se sont permis de prendre du qualitatif pour un rendu bien meilleur et pour finalement une aisance et une facilité d'application. Donner une seconde vie à un meuble. Quand on habite en ville, pas toujours évident de trouver l'espace pour le faire soi-même. Ici, les adhérents peuvent louer l'espace quelques heures, les outils sont mis à disposition, il ne reste qu'à bricoler. Je viens pour la retaper, donc pouvoir la poncer et ensuite pouvoir la peindre sans gêner mes voisins et sans faire de poussière partout. Un lieu très sympa où au moins je peux bricoler tranquillement. Cette activité séduit de plus en plus de Français, contraints à rester chez eux plusieurs fois depuis le début de la crise sanitaire. En tout cas, dans les villages comme dans les cages d'escalier, le son de la perceuse visseuse n'est pas près de s'arrêter. Voilà pour le son de la perceuse visseuse. On passe maintenant au son de Chaotique, le rappeur niçois qui revient sur le devant de la scène. Vous le savez, il s'inspire des thèmes d'actualité après le confinement. Il traite cette fois-ci pour 4 clips exceptionnels du quotidien des restaurateurs et des étudiants. Vous le voyez sur ces images de Claudia Olivier. Il a tourné dans le fameux restaurant de Gepetto à Nice. Vous l'aurez compris, donc le sujet est signé Claudia Olivier. Dédié à tous les restaurateurs de France, à tous les étudiants, à toutes les personnes impactées par le Covid. C'est dans ce petit restaurant situé en plein cœur de Nice que le rappeur Chaotique 747 enregistre son dernier clip Nouveau Soleil. Après une longue absence, le Niçois revient avec un morceau plus ancré que jamais dans l'actualité. Nouveau Soleil parle donc de tous ces restaurateurs impactés par le Covid et ces jeunes étudiants, pareil, dans leur chambre d'étudiants en faculté. Donc j'ai fait cette chanson, mais je voulais pas quelque chose d'anxiogène, je voulais quelque chose de beau, de léger, de commercial qui puisse s'adresser à monsieur et madame tout le monde. Et je voulais donner des émotions en fait. C'était une évidence pour l'emblématique restaurateur niçois Gepetto de s'associer avec Chaotique. Il souhaite aujourd'hui faire passer un message d'espoir. Et les messages, si vous écoutez bien les paroles, c'est très très clair, très clair.
C'est pour ça que j'ai accepté de faire chez moi, dans mon restaurant, ce message d'espoir. Parce que quand il est gris, les restaurateurs, les étudiants, il n'y a pas que ça. Il y a les vieux, il y a les jeunes, il y a les femmes. Violence contre les femmes, contre les forces de l'ordre, Chaotique continue de s'inspirer des questions de société. On a déjà travaillé ensemble sur un clip qui avait fait passer un message assez fort sur les femmes battues. Moi j'aime ces clips parce qu'il y a de l'engagement. Et là il y avait un message fort à faire passer. Moi j'aime ça. Je suis moi-même pas mal touché par cette crise là pour mon métier parce que la photo, la vidéo, on bosse moyen, quoi. Nouveau Soleil raconte également la situation difficile dans laquelle se trouvent les étudiants. Pour Andrea, rappeur en herbe, rendre compte de son quotidien est nécessaire. Je suis étudiant au lycée et je vois pas mal de mes amis qui ont changé de comportement, qui ont des pensées parfois très graves pour des gens qui ont entre 17 et 20 ans. Qui sont des pensées qu'on devrait avoir pour des problèmes plus graves plus tard. Enfin, le meilleur, ce serait qu'il n'y ait pas ce genre de problème, mais ça ne devrait pas arriver si tôt dans une vie, je pense. Comme le monde qui l'entoure, le rappeur a évolué. Nouveau flow, nouvelle rythmique, mais même sensibilité. Chaotique n'a pas fini de surprendre. Le premier clip sortira au mois d'avril et comme il ne fait pas les choses à moitié, son autre EP de 5 titres sera disponible gratuitement sur toutes les plateformes de streaming. Voilà le retour du Niçois Chaotique que l'on salue. C'est la fin de ce grand direct. Merci à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Ilan Dehé, Fabrice Josto, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. On se retrouve demain sur les antennes d'Azur TV.